Bonjour à tous et bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors je le sais, beaucoup d'entre vous sont étudiants, ils nous regardent parce que la création d'entreprises les travaille. On va voir aujourd'hui comment on peut franchir le Rubicon, commencer son projet en tant qu'étudiant et en faire une vraie entreprise à la sortie de ses études. Bonjour Basile. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans Business Models. On va parler avec vous d'Iterative Education, votre entreprise. C'est quoi le pitch? En fait, on a un studio de jeux vidéo qui veut utiliser le jeu vidéo comme un levier d'apprentissage. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, en tant que joueur, que le jeu vidéo a une force pour capter l'attention du joueur. Et en fait, on veut utiliser cette attention-là pour diffuser de l'information, diffuser de la connaissance. Et du coup, dans le jeu vidéo, ça permet en fait de faire des boucles d'essais-erreurs jusqu'à maîtriser un contenu. Apprendre en s'amusant, apprendre en jouant, hein, c'est le rêve finalement de tout pédagogue. Ça permet en effet de captiver son auditoire et puis de mieux mémoriser. Voilà, bah, c'est exactement ça. Ça paraît un peu naïf parce que c'est des phrases qu'on a entendues depuis des années même maintenant. Mais du coup, avec le jeu vidéo, c'est utiliser le numérique pour en tout cas faire justement cette mission. Alors, on va revenir sur cette aventure entrepreneuriale, mais auparavant, on s'arrête sur l'actualité. L'actualité du jeu vidéo ou de l'apprentissage, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent en ce moment, que vous suivez en particulier? Alors nous, ce qui nous motive en tout cas, c'est que dans le ludo-éducatif, donc ce qui associe le jeu vidéo et l'éducatif, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a une mouvance assez positive en ce moment. Beaucoup d'entreprises se lancent sur notre marché. Et du coup, nous, ça nous rassure, ça nous motive, ça nous dit qu'il y a un intérêt et un marché. Ouais. C'est une et puis première vous avez piste. profité du Covid aussi, hein, parce que forcément, on a dû réinventer des modes Exactement. d'apprentissage. Et notamment, beaucoup d'établissements se sont équipés en fait seuls ou avec la région de tablettes, de Chromebooks ou d'appareils numériques. Et en fait, ont du coup beaucoup investi à cette période-là pour utiliser justement ces tablettes-là. Et aujourd'hui, sont un peu en recherche d'applications et de supports numériques qui pourraient soutenir en tout cas cet investissement au préalable. Alors on ne le sait pas toujours, mais le jeu vidéo, c'est une industrie dans le monde du divertissement, de l'entertainment, comme disent nos amis américains, colossale, hein, plus importante que l'audiovisuel classique comme le cinéma. On voit des acteurs comme Netflix même qui s'intéressent à ce gâteau. Oui, c'est justement, encore une fois, c'est une mouvance qui va beaucoup plus loin que le ludo-éducatif. Effectivement, des acteurs comme Netflix se lancent dessus, ils ont déjà un peu travaillé avant, lorsqu'ils justement développaient leur premier show interactif, où justement le spectateur devait, avec la télécommande, choisir des options, et était un petit peu acteur et maître, en tout cas, de l'évolution du film. Et vous croyez à l'évolution qu'on nous annonce depuis des années, mais qu'on ne voit pas encore concrètement arriver, de la réalité virtuelle? Moi, j'y ai beaucoup cru. Je me suis beaucoup intéressé par le passé. Et effectivement, il y a plein de choses incroyables qui se passent. Et parfois, on découvre, nous, dans des salons, des technologies qui sont assez incroyables. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui toujours une barrière en fait, un peu d'adaptation. Puisque justement, il faut être équipé de casques, de réalité virtuelle. Que ce soit dans des écoles ou même chez des particuliers, il y a quand même cette barrière-là. Et il y a aussi un côté un petit peu excluant. C'est-à-dire que dès lors qu'on met le casque, on sort un petit peu. Mais donc ça, c'était mon opinion un peu personnelle. Mais il y a quand même des technologies assez incroyables pour notamment apprendre et dans des métiers très précis où on peut justement vous mettre en situation avec un casque et vous faire apprendre des métiers comme la médecine, l'aéronautique et d'autres. On attend encore le Steve Jobs qui va révolutionner l'interface et qui va faire ce qu'il a fait avec l'iPhone, en faire un outil indispensable. Ce n'est pas encore le cas dans la réalité virtuelle ou même augmentée. Non. Justement, je pense pas encore, mais il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dessus. Et effectivement, je pense que dès qu'on aura un peu démocratisé l'accès aux casques de réalité virtuelle et que en tout cas les coûts d'acquisition des casques de réalité virtuelle seront plus bas, peut-être qu'il y aura une démocratisation en tout cas de la VR. Bon, on va voir maintenant ce qui attire de plus en plus d'entrepreneurs comme vous ou d'autres sur ce marché du ludo-éducatif. Vous le voyez, ça, de plus en plus d'entreprises se créent dans ce secteur. Qu'est-ce qui motive les entrepreneurs à aller sur ce marché? En fait, je pense qu'il y a l'explosion du gaming en général, avec, et ça a été vraiment sans précédent avec le Covid, où énormément de joueurs ont chez eux en fait repris, soit sur leur ordinateur, soit sur des consoles personnelles, ont recommencé du coup énormément à jouer. Et donc il y a eu énormément de studios, d'entreprises de toute taille qui se développent dans le gaming.
Et en fait, et du coup, je pense que dans cette mouvance, beaucoup d'entreprises veulent utiliser le jeu vidéo pour en fait, d'autres utilisations. Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée forte pour entrer sur ce marché du gaming? Alors, il y a une barrière à l'entrée qui est assez colossale, parce qu'en fait, pour créer un jeu vidéo, et nous, on a tout découvert en le faisant, hein, c'est une multitude de métiers différents, donc de la 2D, de la 3D, de la programmation. Il y a différents types de programmation, des programmeurs spécialisés. Après, il y a ce qu'on appelle des game designers qui vont designer les règles et concepts du jeu, les level designers qui vont littéralement créer l'environnement en 3 dimensions. Donc, en fait, un sound designer qui crée la musique, enfin, à chaque fois, il y a des métiers en plus qui se rajoutent. Donc ça coûte très cher. Et du coup, pour être un vrai studio de jeux vidéo, ça coûte très cher, c'est beaucoup d'employés. Et du coup, faut avoir en fait, pas mal de capital en amont. Et comment vous avez fait alors, vous, en tant qu'étudiant? Parce que c'est aussi la chance, finalement, de l'innocence et de se dire, parce que quand on voit les problèmes, on ne fait pas forcément les choses, donc d'y aller un peu naïvement presque. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et aussi parce qu'en étant étudiant, on avait un peu de temps à côté, donc on a pu justement perdre du temps à tenter des choses pour apprendre. Et effectivement, au tout début, on ne se rendait pas compte qu'il y avait une multitude de métiers, et du coup, on faisait tout à deux avec mon associé, parce qu'à chaque fois, on se débrouillait, et même, ce qui est aussi assez génial, c'est que pour commencer, il y a énormément en fait de librairies ou de tutoriels justement en ligne sur YouTube notamment qui vous permettent d'apprendre et en tout cas de faire les premiers pas seul. Mais donc, même si c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de moyens nécessaires, ce que vous dites, c'est que c'est de plus en plus accessible, comme beaucoup de choses d'ailleurs, grâce à des briques peut-être qui existent et on peut maintenant, à deux, créer son jeu dans sa chambre presque. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'à deux dans sa chambre, on va créer plutôt un prototype, une première version pour en fait tester un concept. Mais dès lors qu'on va en faire un vrai produit à une vocation peut-être internationale, là, je pense qu'il faut avoir une vraie équipe qui soutient le projet derrière. Bon, alors on va voir justement vous, comment est-ce que vous arrivez à passer les niveaux? Alors Basile, comment est-ce qu'on passe les différents niveaux depuis sa vie étudiante, le début de la création de l'entreprise et puis les autres étapes? C'était pour vous une évidence qu'à la sortie de ces études, vous n'alliez pas chercher un boulot comme tout le monde et vous alliez lancer cette entreprise? Alors pas une évidence, loin de là. J'ai toujours eu envie d'entreprendre, ça m'a toujours beaucoup attiré. Et dans mes études, voilà, je voulais créer ce projet en me disant peut-être que celui-là fonctionnerait ou non, ce serait peut-être un autre, mais j'ai toujours eu cette envie un peu en moi. Mais pendant longtemps, en fait, c'était vraiment un projet pour apprendre. Moi, ça m'a beaucoup excité d'apprendre à coder, de découvrir et de créer quelque chose en continu. Donc au tout début, c'était plus l'envie de ne pas arrêter parce qu'on apprenait toujours des choses. Et en fait, à la fin, c'est apparu un peu comme une évidence qu'on y aille à 100% et que mon associé quitte son entreprise pour qu'on crée du coup notre startup à nous. Ouais. Et ça s'est fait assez naturellement à la fin. Et des professeurs notamment de mon école qui nous ont un peu conseillés et nous ont dit allez-y, au pire vous perdrez 1 ou 2 ans, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave quand on a 24 ans comme vous. Alors on regarde. À quoi ressemble ce jeu vidéo? Vous allez nous commenter. Alors, c'est un jeu sur la Première Guerre mondiale, hein, c'est ça? Exactement. Donc là, en fait, vous incarnez un personnage qui va traverser les tranchées jusqu'à atteindre ses cachettes. Dans ces cachettes, vous discutez avec un colonel qui, en fait, vous pose des questions sur des fiches de cours que vous avez appris au début de la partie. Et donc, comme ça, on crée une boucle d'apprentissage. Vous découvrez une fiche interactive, vous devez cliquer sur les caches noires, vous apprenez les informations importantes, puis commence une partie en 3 dimensions où vous devez courir jusqu'à atteindre la prochaine planque. Et dans la prochaine planque, on va vous réinterroger sur justement la fiche précédente. Donc il y a 2 niveaux de difficulté. Il y a le jeu en tant que tel, hein, il faut arriver à passer les obstacles et puis répondre aux questions. C'est exactement ça. Et en fait, les 2 niveaux de difficulté sont liés. C'est-à-dire que si vous répondez correctement aux questions et surtout si vous enchaînez des enchaînements de bonnes réponses, alors justement le personnage en 2D va vous donner en fait de la vie, des munitions, des petits artefacts, des médailles qui sont essentiels à votre survie dans l'environnement 3D. Alors ça marche bien pour des jeux de guerre, on imagine, hein, mais parce que ça a été popularisé dans les jeux vidéo, on doit finalement, enfin souvent on peut être dans une aventure guerrière. Est-ce que ça marcherait pour tous les apprentissages? Alors,
ce style de jeu-là, avec ce concept, ce qu'on appelle un endless runner en 3D, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec tous les types d'apprentissage. Nous, au tout début, lorsqu'on a commencé, on avait donc un jeu assez simple, mais dedans, on avait mis plein de matières différentes pour aider les jeunes à se préparer au brevet. Et en fait, on s'est spécialisé en histoire, puisque l'histoire était, d'un point de vue du contenu, la matière qui était la plus jouée dans notre jeu. Et je pense que le contenu historique, donc interrogé sur des faits, des dates, des noms, des concepts, en histoire est plus facile et plus intuitif. Là où en mathématiques, par exemple, plus délicat de poser une question. Enfin, on pourrait poser une formule de maths, mais c'est plus un travail d'entraînement, d'exercice, où justement on va progresser en mathématiques. Donc ça, ce jeu, il s'appelle playlearner.com. Exactement. Et c'est quoi le business model? Alors du coup, en fait, on a deux business models. Donc une première application grand public, qui elle, du coup, se vend en freemium, c'est-à-dire que le jeu est gratuit au téléchargement. Vous avez accès aux 2 premiers niveaux pour découvrir un peu le concept de jeu et voir si vous aimez bien et si vous arrivez à apprendre et que ça a un sens pour vous. Et si jamais ça vous plaît, ça coûte 5 € de débloquer le jeu en entier. Donc ça, c'est l'approche grand public. Et après, on a une deuxième approche pour les écoles, où en fait, on vend des licences de notre jeu vidéo aux écoles. Du coup, aux écoles qui sont soit équipées de tablettes ou non, qui du coup, eux, achètent des licences pour leurs collégiens. Donc, il y a du coup une licence comprend les 3 thématiques, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre froide. Vous avez combien d'utilisateurs à l'heure actuelle Alors, on a eu plus de 10 000 téléchargements en fait, dans notre version un peu bêta, grand public de test. Et là, on a basculé sur le modèle donc, en B2B avec les écoles assez récemment, parce que c'était du coup en septembre. Et là, du coup, depuis septembre, on a déjà en fait, 7 collèges partenaires qui, du coup, ont déjà ou sont en train d'implémenter notre jeu. Donc, nous, on leur donne des codes d'accès au jeu. Et ça correspond à 2500 élèves, donc 2500 collégiens. D'accord. Et là, c'est un chapitre pour les troisièmes, c'est ça, la Première Guerre mondiale. Oui. Combien de temps ça dure pour assimiler finalement ce que doit savoir un élève de troisième? Mais en fait, du coup, le jeu, si vous y jouez rapidement, vous pouvez faire le jeu en 1h30. En 1 heure et demie, assez rapidement. Mais ce qu'on a développé aussi, c'est un algorithme qu'on appelle d'adaptive learning. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a 2 personnages qui vous posent des questions. Il y a le colonel qu'on a vu tout à l'heure, mais également un général. Et en fait, le rôle du général est un petit peu différent. Son rôle est d'interroger l'apprenant sur les questions sur lesquelles il a eu du mal depuis le début de sa partie. Donc, mettons que l'élève a du mal à apprendre la date de l'assassinat de François Ferdinand au chapitre 2. On se rend compte qu'il a du mal à retenir cette information. C'est là le général qui entre en scène. Voilà. Et du coup, il va arriver plus tard à différents moments dans le jeu et il va réinterroger sur ce point-là pour s'assurer que les points importants du programme et sur lesquels l'élève a du mal sont retenus à la fin de l'expérience. Les prochains jeux sur lesquels vous travaillez, qui sortiront dans les prochains mois, c'est quoi? Donc le prochain jeu sur lequel on travaille en ce moment, donc on a fini toute la partie du contenu et là on finalise la partie en 3D, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale, donc le prolongement assez naturel. Donc pareil, un personnage qui va courir. Oui, ouais, c'est ça. Mais du coup dans un environnement qui sera propre à justement la Seconde Guerre mondiale, le débarquement de Normandie. Et après le troisième thème, toujours avec ce concept de runner, sera sur la guerre froide, où là de la même façon, le personnage alternera entre RFA et RDA et passera d'un côté et de l'autre du mur de Berlin pour apprendre les différences. Donc vous vous demandez après comment est-ce que vous allez sortir du personnage qui court ou est-ce que vous voulez faire vraiment tout sur des coureurs? Alors en fait, ce premier personnage qui court, nous on aime bien cette idée, en tout cas pour l'histoire, parce que ça permet de faire une traversée un peu justement linéaire et temporelle de l'histoire. Mais ce concept va se limiter à l'histoire. Après on travaille en fait en ce moment, on réfléchit en tout cas à d'autres concepts pour les mathématiques par exemple, où là on imagine plus des jeux en 2 dimensions, plus simples. Donc voilà, donc nous on veut élargir. Notre ambition c'est d'être un studio de jeux vidéo complet, donc qui fera différentes matières. Mais je pense que chaque matière aura son gameplay et sa forme d'apprentissage. Alors vous l'avez dit, moi j'aime apprendre et m'amuser en apprenant, et c'est ce que vous faites finalement au quotidien pour développer votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris depuis le moment où vous avez quitté l'école et maintenant avec cette casquette, maintenant que c'est plus un jeu finalement, c'est la vraie vie? Écoutez, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, sur en fait un peu la résilience de continuer, d'y croire même lorsqu'on n'a pas forcément les indicateurs qui décollent au tout début. Et notamment en fait, ce qui est assez important je pense en entrepreneuriat, essayer de rester concentré sur en fait ce qui est important, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Parfois on veut faire de la communication, des vidéos, d'autres choses un peu à droite et à gauche, qui sont parfois excitantes à faire, donc on va vouloir les faire alors que l'enjeu n'est pas là.
l'enjeu est ailleurs. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus sur ma capacité à me recentrer et aller à l'essentiel. Restez concentré. Qu'est-ce qu'il vous faut pour passer les prochaines étapes là, vous avez besoin d'équipe, de financement Donc là, on est en train de développer notre activité commerciale. Donc on recrute 2 personnes, justement, 2 commerciaux pour m'accompagner en fait, dans la prospection et la vente au collège. C'est-à-dire que vous allez taper directement à la porte des proviseurs? C'est un peu ça. En fait, mais pour taper à la porte des proviseurs, on le fait automatiquement, c'est-à-dire qu'on les contacte par email ou sur LinkedIn ou même par téléphone. On essaie d'obtenir un rendez-vous, expliquer un peu le concept. Et ils ont des budgets pour acheter des solutions comme la vôtre? Ils ont des budgets. Le privé a un peu plus de budget que le public, mais comme notre application reste relativement peu chère, du coup on en parle avec eux et on n'a pas beaucoup de freins là-dessus. Et ça n'intéresse pas aussi des éditeurs de manuels scolaires ou autres? Si, justement, on a beaucoup discuté avec notamment 2 grands éditeurs. Et en fait, eux, ce qui les intéresse, et c'est ce qu'on est en train de peut-être développer avec eux, c'est un concept un peu différent, donc toujours un système de jeu, sauf que eux, ce qui serait intéressant pour eux, c'est qu'on soit en fait un moteur de jeu vidéo. Du coup, en fait, que notre jeu vidéo, qu'on reprenne notre jeu notre runner, dedans, en fait, un éditeur puisse y incorporer tout leur contenu à eux, donc les différentes matières, et que nous, on soit un moteur d'apprentissage. Donc, comment est-ce que vous vous projetez en tant qu'entreprise? C'est-à-dire que c'est quoi votre ambition? Alors notre ambition, donc, elle est donc de tout d'abord en fait de continuer ce qu'on fait en ce moment, donc d'avancer donc dans la prospection de nos premiers clients et de peaufiner justement nos premiers produits pour vraiment satisfaire l'expérience utilisateur. On a une ambition internationale qui est en train de se développer dès à présent, parce qu'on travaille déjà, on a implémenté en tout cas hier les premiers codes d'accès de notre jeu à un premier collège, un middle school américain. Ouais. C'est-à-dire que vous avez traduit le contenu, mais oui. Ça reste le même moteur finalement. Alors ça reste le même moteur, on a traduit le contenu, mais on a aussi adapté le contenu, justement d'un point de vue... Avec des uniformes différents? Alors la partie 3D n'évolue pas tant que ça, un petit peu sur quelques médailles et quelques insignes, mais ce qui a changé en fait c'est sur le contenu. Parce que bien évidemment, les Américains ne voient pas la Première Guerre mondiale du même point de vue que le point de vue européen. Et du coup, on a rajouté en fait du contenu pour les Américains, donc avec des fiches en plus. Et on a également retiré des points qu'on voit spécialement en Europe. D'accord. Et pourquoi ce marché américain plus qu'un autre? Parce que, en fait, en tout cas, on veut tester. L'idée, c'est de tester différents marchés pour voir si ça intéresse ou pas. Ouais. Et si c'est une logique de gamer, on teste. Hein. Exactement. Essai-erreur. Exactement. Et en fait, les États-Unis sont assez justement enclins à dépenser, en tout cas, dans du ludo-éducatif. Et je pense que le marché est peut-être un peu plus mature là-bas. Et on est un peu plus écouté. En France, on a quelques établissements, pour l'instant suffisamment, mais qui s'intéressent à nous, qui trouvent ça génial. Ouais. Mais il y a quand même une grande partie des établissements qui restent, en tout cas, assez traditionnels. Et qui, du coup, en fait, dès qu'on parle de jeux vidéo, ça leur fait peur. Et ils vont directement associer ça à d'autres jeux vidéo actuels. Bientôt, vous allez faire un jeu sur comment créer sa start-up, j'imagine. Ça pourrait être un projet. Pourquoi pas. Surtout que je connais, j'ai un ami qui fait ça, qui justement a ce projet de créer un jeu vidéo de manière interactive pour aider les gens, pousser les gens à l'entrepreneuriat. Bon, Basile, on va voir maintenant, vous, ce qui vous motive au quotidien et ce qui fait que vous allez continuer à appuyer sur les boutons du jeu de l'entreprise. J'imagine que vous êtes aussi un gamer. Alors oui, moi je suis un gamer, comme tous les gens de ma boîte. Après je pense que je suis le moins gamer des gamers de ma boîte. Il faut faire un arbitrage en son temps quand on est chef d'entreprise, jouer moins finalement. Après on joue pas, on travaille quand même beaucoup et du coup le soir on est assez fatigué donc on se repose. Ouais. Donc en semaine on joue pas trop. Et après le week-end on a quand même le temps c'est important de faire des pauses, de sortir, de voir ses amis. Bien sûr. Mais ça n'a pas été un sacrifice, vous n'avez pas dû arbitrer plus que ça entre... Non, pas plus que ça. En tout cas, mon associé, pour le coup, je sais que lui, un peu plus. Parce que lui, il jouait beaucoup avant. Mais, et donc, du coup, maintenant, comme on n'a plus trop le temps la semaine, et lui, pareil, le week-end, plutôt que de jouer, il préfère se reposer. Voir des vrais gens. Sortir du virtuel. Et comment est-ce que vous l'avez rencontré, cet associé? Parce que ça, souvent, c'est un des enjeux. Ouais. Alors, il y a des débats. Est-ce qu'il faut entreprendre seul ou avec un associé? Mais vous, comment est-ce que ça a matché? Alors, en fait, donc au tout début, j'ai eu un peu cette idée de concept de jeu éducatif. Donc j'ai essayé de découvrir la programmation, en tout cas sur Unity, pour le faire tout seul. Et même si au début j'étais content de mes prototypes, c'était quand même assez compliqué d'avancer. Et donc j'ai dit il faut quelqu'un qui maîtrise la technique. Exactement. Et même au-delà de ça, moi je voulais aussi apprendre moi-même. Donc je voulais pas juste déléguer à quelqu'un, mais aussi comprendre davantage, parce que moi j'étais un peu seul dans mon milieu à faire ça.
Et donc en fait, j'ai posté différents messages sur différentes écoles d'ingénieurs. Et notamment grâce à un ami, on a mis un message ensemble sur le groupe Facebook de sa promo, expliquant un peu mon projet, ce que j'avais fait, si des gens en tout cas codaient dans ce langage de programmation. Et certaines personnes ont été taguées, notamment mon associé Neil. Et donc on a pris un verre, on s'est très bien entendu, on a pris une bière et D'accord. Et depuis, c'est une et histoire le lendemain c'était assez fou parce que le lendemain j'étais chez lui à travailler. Ouais. Et en fait au tout début pendant 2 ans on n'était pas associés, on était juste amis et nous on apprenait à le faire parce que lui aussi il développait sur ce langage-là pour son entreprise à côté, mais il faisait pas du jeu vidéo et Ouais. du coup lui aussi ça l'intéressait beaucoup de se former, d'apprendre. Oui, donc ça a été un processus par étapes, hein. Vous Oui. n'êtes pas tout de suite associés Non. et vous avez fait connaissance un petit peu, Ouais c'est ça. comme dans la vie Exactement. amoureuse, faut apprendre à se connaître avant de éventuellement se marier. Et depuis, comment est-ce que vous répartissez un peu les fonctions? Alors du coup, lui, il endosse vraiment la casquette de CTO, où il va vraiment gérer toute l'architecture du jeu vidéo et en fait le travail avec du coup notre équipe, donc les programmeurs, les artistes 2D, 3D, il va tout intégrer pour tout chapeauter. Et tandis que moi, je m'occupe vraiment plus de l'aspect un peu commercial, business, donc tant de la communication, le marketing, le recrutement, enfin tout le reste. Vous avez fait une école de commerce, hein, l'EDEC à Lille. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent, des modèles, alors connus ou pas connus d'ailleurs? De l'EDEC? Non, non, d'entrepreneurs qui vous servent de modèles et dont vous dites, tiens, j'aimerais bien lui ressembler. Ouais. Bah alors forcément, quand j'étais petit et que justement au lycée, je rêvais un peu d'entrepreneuriat, comme beaucoup de jeunes, je pense, je m'intéressais beaucoup, en tout cas aux grands de la Silicon Valley, en tout cas des années 90, donc les Steve Jobs, Bill Gates, à cette époque. Donc Ça vous avait impressionné déjà jeune? ça m'a beaucoup impressionné et c'est vraiment des découvertes de documentaires où ils montraient des images de la création d'Apple, de Google, Dans leur garage. dans leur garage et qui en fait m'excitaient un petit peu. Donc ça c'était au début et en fait là plus récemment il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent. Il y a notamment Oussama Ammar qui est donc le fondateur de The Family qui crée du contenu incroyable qui du coup motive et qui en fait quand on regarde ces vidéos en tant qu'entrepreneur on se sent compris parce qu'il touche vraiment du doigt à chaque fois des problématiques précises qu'on a tous les jours. C'est du vécu. Donc c'est du vécu et donc du coup ça nous parle directement donc Ouais. ça c'est assez génial. Et après il y en a plein d'autres, je pense également à Guillaume Mouchebe de justement Lemlist qui écrit beaucoup de contenu sur LinkedIn et là encore lui il a une vision assez personnelle de l'entrepreneuriat et je me retrouve un peu dans ce qu'il écrit donc ça me motive. J'ai l'impression que vous continuez à apprendre en permanence. Vous avez cette démarche intellectuelle de se dire il faut que je. Voilà, c'est pas parce que j'ai fait une école de commerce que je sais tout. Il faut que je continue à me nourrir finalement. Je pense que beaucoup de personnes partagent un peu mon opinion. Mais oui, du coup, en fait, surtout dans l'entrepreneuriat, comme c'est vraiment un monde à part entière, on doit un peu tout découvrir par soi-même. Et donc, ouais, effectivement, on apprend tous les jours. Et si je vous posais la question dans l'autre sens, qu'est-ce qui vous manque le plus comme connaissance? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez des trous dans la raquette? Pendant longtemps, pendant longtemps, c'était un peu la programmation. Même si, du coup, en dernière année d'école de commerce, je me suis spécialisé dans un cursus Big Data où justement on a appris à coder en R, en Python, et après j'ai fait une formation qui s'appelle Le Wagon, où j'ai découvert aussi la programmation à ce moment-là. Et donc pendant longtemps, en tout cas sur l'aspect du jeu vidéo, j'avais des problèmes, des lacunes par rapport à d'autres sur l'aspect de programmation. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment ça. Même si j'adore coder, je continue un peu de le faire. C'est pas ça ce qui m'anime le plus. Moi, c'est plus travailler avec l'équipe, avoir une vision un peu plus globale du projet. Faire grandir son entreprise. C'est ça. Et il y a un côté gaming là-dedans aussi. C'est vrai, complètement. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Basile, pour la suite? Bonne chance. Oui, bonne chance et je pense de pouvoir rencontrer en fait et discuter que ce qu'on fait en ce moment avec le maximum d'écoles, de collèges, d'établissements qui veulent du coup en fait incorporer du coup notre solution et aussi on travaille en tout cas à une prochaine levée de fonds qu'on va commencer à mettre en place à partir de décembre, janvier, pour justement passer à l'étape d'après, notamment sur le marché américain dont on parlait et les différents projets à côté qu'on développe dans notre studio. Bon, s'il y a des investisseurs qui regardent, vous cherchez combien? Là, on cherche environ entre 200 et 300 000. D'accord. Oui, donc c'est encore des petits montants à l'échelle des levées de fonds, c'est le démarrage. Exactement. C'est du Friends and Family. Ouais, c'est plutôt du seed, parce qu'on a déjà fait un peu de Friends and Family, là c'est plutôt du seed, donc pour vraiment planter la graine afin de nous lancer. Bon. Vous avez déjà des touches? On a déjà des premières touches, on parle du coup déjà avec 2 fonds.
Eh ben, écoutez, bon vent pour la suite, Merci Basile. beaucoup. Donc, on rappelle le nom de l'entreprise Iterative Education et le premier jeu, donc playlearner.com. Les prochains sortiront quand? Du coup, la Deuxième Guerre mondiale sortira entre novembre et décembre et la guerre froide sortira justement à partir de mars-avril. Bon. Merci, Basile, pour avoir partagé toute cette expérience et comment est-ce que depuis son banc d'école, on peut rêver de devenir entrepreneur et franchir le pas une fois son diplôme en poche. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.